Ce balado est une production Studio Space. Parce que souvent, quand tu vas, disons, dans un bathhouse, ben, tu vas arriver, tu te déshabilles, puis tu vas avoir du sexe. Tu sais. Je pense que c'est ça le concept. Alors que la sexualité, ça peut être, tu sais, il peut y avoir des... Tu peux danser de façon très languereuse sur un dance floor habillé, et c'est une forme de sexualité. Moi, je me demandais justement à quel titre on venait. Les slots du village, de la communauté, tu sais, on vient pour représenter les... Oui, salut, on baisse beaucoup. Avez-vous des questions? Les imbéciles excellentes. Mon nom, c'est Andrew Brunian. Je suis avec mes amis. Vous pouvez vous présenter. Moi, c'est Pierre-Loïc Ledilicoq. Moi, c'est Mathieu Derèche. Parfait, ça. Puis, je suis médecin de famille. Je voulais faire des segments éducatifs. Je les ai appelés les indociles pour un peu rire et parler et éduquer. Et je pense rendre ça tout léger. Puis aujourd'hui, on a un sujet de conversation qui me tient énormément à cœur. Plein de thèmes fabuleux. Merci pour l'invitation. Là, pour le petit icebreaker que je vais vous demander... Attends, je vais regarder. Qu'est-ce qui vous rend indocile en ce moment? Fait que là, c'est quoi l'ordre des réponses? As you wish. Tu commences, I start, you go. Ce qui me rend indocile... Je dirais une chose qui me rend indocile aujourd'hui, c'est que j'avais des besoins en venant ici. Par exemple, après le travail, je suis arrivé ici et je suis arrivé un petit peu en retard à cause du travail. Et la première chose que j'ai fait avant même de rentrer, comme c'est dans un quartier que je ne visite pas, juste avant d'entrer ici, c'est de rafraîchir mes applications pour être sur un nouveau quadrilatère. Puis j'ai un petit peu honte de l'avouer, mais tu sais, il faut ce qu'il faut dans la vie. Mais je me suis senti quand même bien parce que la première personne que j'ai vue, c'est Pierre-Loïc. Je me suis plus tout seul. Alors, on est deux indociles. Notre indocilité commune, là. Je dois avouer que je fais beaucoup la même chose. Les petites pauses. Oui, exactement. Des petits refresh par-ci, par-là. C'est ça qui te rend indocile aussi, Beaucoup de choses me rendent indocile, je te dirais. Ce qui me rend indocile beaucoup, c'est l'état des routes dans la ville. Ça me rend très indocile au niveau des règlements de la route. Et quand je vois certains no parking en orange qui t'empêchent de pas te parker, je me parque pareil puis je déplace. Le no parking, ça, c'est une illégalité que j'espère qui ne sera pas vue par les policiers sur ce podcast. Qu'est-ce que tu fais pour te décharger de cette charge mentale? Je regarde ailleurs. Tu regardes sur les applications. Puis tu vois c'est ça. Mathieu. Moi, vous ne me verrez jamais sur les applications, c'est pas vrai. Fait que là, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait des thématiques que je voulais aborder. Puis je pense que c'est intime à moi, mais je pense que je vous connais dans la vie personnelle puis intime. Fait que je voulais un peu jaser de tout votre vécu et vos expériences et comment vous naviguez, cette belle vie en tant qu'homme. J'assume homme, j'assume homosexuel et j'assume être libéré sexuellement. Mais il y a plusieurs thématiques que j'observe dans les derniers temps. Des fois, des questions, des insécurités qui viennent m'asséner. Je pense que des fois, un peu les hiérarchies dans notre communauté, les non-dits, les codes. Des fois, on va dans des soirées, puis dépendamment d'un geste ou un comportement ou un mot qui se dit, ça change tout l'environnement de ma soirée. Puis des fois, je me dis, est-ce que c'est moi qui est trop sensible à ces affaires-là? Est-ce que vous avez cette même perspective-là? Comment vous voyez ça? C'est énorme. Oui. Tu veux dire, dans le fond, ce qui nous rend un peu anxieux dans la communauté? Ou Oui. Ce qui... Ouais. Les étiquettes. Oui, je dois avouer que ça m'a pris un bon temps de comprendre comment me comporter, puis c'est bizarre, mais me comporter dans un club, dans un party, ou même toute soirée sociale, mais qui est très, à connotation gay, là, homosexuelle. Ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre parce que j'ai un petit cerveau de hamster quand je rentre dans ces moments-là, ou de hyper vigilant, je pense qu'ils appellent ça comme ça. Et je commence à prendre des notes. Je regarde telle personne que je connais, je regarde telle affaire. Puis je me demande toujours comment est-ce qu'il faut que j'agisse pour fitter dans cette culture-là, tu sais.
Moi, je viens d'un milieu un peu, tu sais, plus hétéronormatif, genre de la rénovation. Je travaille là-dedans. Je travaille toujours avec des bros. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais élevé par mes frères. Mon frère puis ses amis, que j'appelais un peu mes frères, tu sais. Puis c'était une culture très bros, tu sais, très, très différente. Puis quand je suis rentré dans la communauté gay, qui n'est pas si longtemps que ça fait juste 5 ans, en fait, toutes mes jokes de bros, puis je pourrais pas les expliquer, mais landaient pas. Ça fonctionnait pas. Puis, tu sais, je sais pas comment expliquer ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'autodérision entre hétéros. Il y a beaucoup d'un peu, pas d'insultes, mais un peu on attaque, mais tous des cas différents, bref, que je me rendais compte qu'ils fitaient pas, tu sais. Puis ça m'arrivait souvent où est-ce que je disais une ligne, je rigole, puis la personne devant moi, elle est pas là, elle rigole pas. Fait que Nobody's home. Exact, tu sais. Fait que je sais pas dans quelle classe, dans quelle hiérarchie j'étais au début. Je te dirais que je savais pas. Je sais pas dans quel groupe j'étais. J'étais comme une lesbienne butch gay, genre. Je savais pas vraiment dans quoi j'étais. Puis là, peu à peu, on dirait que j'ai compris que ma place, c'était genre Daddy Bear, tu sais, parce que j'ai du poil puis je suis un peu massif, tu sais. Mais ouais, c'était un peu difficile. J'ai un peu divergé, mais c'était un peu ça. Parfait de même. De mon côté, je dirais que une des choses qui a vraiment fasciné pendant longtemps mes interactions, surtout avec des gens que je connaissais pas à la base, c'était les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé justement à sortir dans la communauté gay, j'étais en couple, j'ai intégré un cercle d'amis qui m'a dit, ben, tu sais, ça te prend un compte Instagram, ça te prend ci, ça te prend ça. Puis j'étais quand même assez impliqué dans Instagram. Je me suis inscrit à Instagram juste avant, disons, la COVID. Puis là, pendant la COVID, il y avait pas mal juste ça à faire, là, te faire des chums un peu partout dans le monde à qui tu promets que tu vas rencontrer après la COVID. Puis finalement, ça aboutit jamais. Mais pendant toutes ces années-là d'investissement dans une image qui est, ben, en fait, qui est quand même pas exactement quittée, quand tu reviens à des interactions sociales en personne, il y a des attentes par rapport à ça. Puis comme tu dois un peu te détacher de cette image-là. Puis c'est pas que tu te détaches, mais c'est juste que quand les gens te rencontrent, ils ont vu ta personnalité sociale ou la personnalité que toi tu présentes. Et même si j'essayais de présenter un peu quelque chose qui était proche de ma réalité en pourcentage d'affaires niaiseuses des fois, je pense que souvent les gens étaient un petit peu désarmés parce que j'étais pas nécessairement la personne que je présentais. Même si, tu sais, je m'entraînais beaucoup à ce moment-là, puis il y avait juste ça à faire durant la COVID aussi. Même si je m'entraînais beaucoup, reste que j'ai un passé où j'ai eu une jeunesse, puis j'ai grandi jusqu'à 20, 23 ans. J'avais quand même beaucoup dans mon point, puis j'étais quelqu'un qui était pas bien dans sa peau. J'ai fait mon coming out vraiment tard. Fait que je suis quelqu'un qui est quand même très terre à terre avec ma personne physique. Fait que de devoir jongler un peu avec la personnalité que j'avais, puis être quelqu'un de très approchable, alors que les gens avaient une perception un peu... s'attendaient à ce que je sois un gros douche, littéralement. J'ai pensé la même affaire. Exact! Puis beaucoup de mes amis aujourd'hui me l'avouent, tu sais, comme Mathieu, la première fois que je t'ai vu, je te connaissais d'Insta, puis je pense que c'était un Insta-gay, là, comme insipide. Et puis, je pense que ça joue à mon avantage parce que, justement, la barre était pas haute socialement, sans vouloir froisser les Instagays de la communauté montréalaise. Mais je pense que ça m'a donné, justement, un avantage, alors que quand j'étais assez terre à terre avec le monde en me présentant, j'avais un petit peu plus de jeu, j'avais un petit peu plus de chance parce que on s'attendait pas à beaucoup. On pensait que j'allais plus être une image qu'un personnage. Ouais, je m'attendais pas à ce que l'image parle. Ah, tu parles? Ouais. C'était avant les Reels, hein? Moi, c'était vraiment juste les photos Instagram dans mon temps. C'est vrai, mon Dieu. Mais c'est fou que je trouve que, tu sais, des fois, je pars dans un doom scrolling moment, là. Puis des fois, je regarde il y a plein d'artistes qui vont présenter leur art sans, tu sais, juste par soi-même. Puis, mettons qu'ils prennent le même portrait, puis ils se mettent shirtless. C'est comme, ça explose. Puis là, tu sais, fait que là, des fois, je me dis, est-ce qu'on est dans la matrice du chest, puis de l'image parfaite de l'homme convoité, tu sais? Puis que finalement, le talent n'est pas reconnu réellement. Puis là, je suis comme,
Ouais. Puis ça me fascine parce que... Excuse-moi, Non, vas-y. go, voilà, Ben, on va je trouve tous ça faire. fascinant parce que, justement, il y a des artistes qui, quand réalisent que en présentant leur pièce d'art comme ça, là, sur leurs genoux, mais en ayant une espèce de gros bulge, première photo qu'ils voient qu'il y a une énorme explosion de réaction, ben, après ça, ce qui me fascine, c'est de voir que, ben, ils se sont arrêtés à ça dans plusieurs cas et que là, toute leur peinture, tous leurs portraits, ils vont les présenter dans la même position au point que ça en devient maladif. C'est la première fois que tu le vois, tu fais comme Ah, c'est wow, OK. Puis là, tu cliques sur le profil puis tu vois que c'est le même angle pour toutes les peintures. Puis Ouais. je me dis, oui, c'est des clics, mais en même temps, je trouve ça quasiment borderline, maladif, un peu comme. Trouve d'autres choses. Mais en même temps, on pourrait dire qu'il y a juste quelqu'un qui se présente et qui définit sa personnalité sociale, c'est une forme d'art. Ouais, c'est ça. Je pense que tu peux, je n'enlève en rien à quel point c'est le fun à regarder, mais tu sais, je pense que c'est des fois ça me parle beaucoup de la valeur qu'on amène dans la narrative qu'on veut projeter là, sur ces images-là. Tu sais. Il y a quelqu'un qui veut vendre son talent d'artiste, puis finalement, ben, c'est les shorts qui vont vendre plus. Tu sais. Ben, c'est sûr que sex sells. Ouais. Puis moi, je l'ai vu aussi dans mes vidéos parce que je fais de la danse d'épée sous le compte Instagram Swordvery. La plug. Et c'est vrai que j'ai vu autant des vidéos, certaines vidéos que j'ai aucune idée pourquoi ils sont. Je suis quand même petit artiste là, à 30 000 vues, genre, que je comprends pas, mais je suis comme en chest. Une danse langoureuse. Puis genre, c'est alors que des danses que je vois en shirt ou qui sont comme toutes couvertes, bon, ben ça va plus dans les 3 000, 4 000, tu sais. Je pense que c'est pas tant que ça dévalue mon art ou que ça montre que, ben écoute, lâche ton épée, monte-toi à poil, tu sais. Je pense que c'est pas tant que ça que ça veut dire. Je pense que ça veut simplement dire que notre premier réflexe en tant qu'humain, c'est de regarder le chest, tu sais. Regarder le bulge, La regarder physicalité, là. Tu sais, c'est ça, tu sais. Puis moi, on m'a posé la question au début, on m'a dit genre, puis ça fait tellement arrogant, puis genre Jim Queen, ce que je veux dire, mais c'est comme, est-ce que tu veux être juste un objet sexuel sur ta page Instagram ou est-ce que tu veux vraiment montrer un art, tu sais? Puis je me suis dit, en fait, quand je me montre sur Instagram ou quand tu montres un art ou quand tu te montres, en fait, juste la plateforme Instagram, ben, tu le fais pour toi. Tu le fais pour ce que ça te tente de faire, pour ce que tu veux montrer. Puis là, ces temps-ci, j'ai aucune envie de me rien montrer, fait que je poste rien, tu sais. Mais c'est sûr que tu peux facilement te mettre dans une petite case de genre, OK, j'ai un bon pomme, j'ai fait mon gym, OK, je me mets sur la lumière, je me mets dans ce coin-là, puis là, je force comme ça, puis it sells, tu sais. Mais, ouais, je pense que faut pas se renfermer non plus dans une seule petite box, tu sais. Non, puis tu sais, j'essaie d'approcher ça de façon la plus neutre possible. Tu sais. Tantôt, tu me parlais d'hypervigilance. Tu sais, l'hypervigilance dans le DSM, c'est un des symptômes du stress post-traumatique, là. Puis on parle beaucoup de complex PTSD, puis tout ça. Puis tu sais, des fois je me demande, est-ce qu'on est hyper vigilant parce qu'on est tous traumatisés par ces images-là à quelque part? Pas de façon à ce que notre vie est nécessairement en danger, mais est-ce qu'on est comme toujours soucieux de comment on se projette dans ces cercles-là parce que c'est pas naturel chez nous? Puis un des trucs que je réfléchis beaucoup tantôt, je parlais de la période romancée du VIH-Sida. C'est pas une belle période, tu sais, don't misquote me, mais des fois, ce que je vois beaucoup en pratique, c'est tu sais, la solitude chez notre communauté. Tu sais, des gens qui sont hyper cute, hyper beaux, hyper bien faits, puis là, ils se trouvent laids, ils se trouvent pas beaux. Des fois, dans les applications, les mêmes personnes que j'ai vues qui va te faire, qui va coter des choses comme Do you live, bro? Mais qu'il y a 5 minutes, ils viennent me dire qu'ils ils sentent laids, ils sentent pas. Tu sais, je suis comme. Je pense qu'on a comme peut-être de la dysmorphophobie Ben, collective. puis aussi, je là. pense que absolument. c'est tellement bien dit, l'hypervigilance. Je pense que c'est que on se rend compte inconsciemment ou peut-être consciemment que sex sells, sexe va nous donner de l'attention. Puis dans une enfance ou dans des expériences comme homosexuelles où est-ce qu'on a été put aside parce qu'on était différent ou parce qu'il y avait un trauma ou il se passait de quoi dans notre vie, ben on veut se faire remarquer, on veut se faire valider, on veut se faire OK, you exist. Puis je pense que une façon un peu rapide, c'est comme pour se réveiller le matin avec un café, ben c'est de dire OK, je vais lever mon shirt, I'll be noticed, and puis genre yes, I'm there. Puis je vois ça souvent sur Instagram du monde qui
veulent juste avoir des vues, puis c'est comme, ah, je suis noticed, ah, je suis important, je suis là. Puis je pense que c'est comme une épée à double tranchant. À un moment donné, ou la rivière, le lac de Narcisse, c'est qu'à un moment donné, tu te noies dans ton image, tu sais, puis ça t'amène pas mieux. Ben, puis on vit dans une culture de l'image qui est vraiment intense. Tu sais, c'est peut-être pas une culture de l'image qui, à une certaine époque, dans la communauté gay, était là. Il y a toujours une culture, disons, oui, dans la culture gay, mais maintenant, l'image est à bout de main, à bout de doigt, et est toujours là. Puis l'image est hyper travaillée, dans le sens où quelqu'un qui va poster une selfie, il a pas pris une selfie, let's go, je pose ça. Il en a pris, tu sais, au moins 15, Ouais. puis il a posté la meilleure. Puis il y a une très bonne chance que sur, tu sais, les 15, il y en a 10 qui détestent. Puis le problème, je pense qu'une des raisons pour laquelle on devient hyper vigilant, c'est qu'on devient conscient à un moment donné que tout ce qu'on présente, c'est le meilleur angle. Tu sais, même que toi-même, tu dis, aïe, aïe, wow. Quand vraiment je fais ça, puis même, je vais avoir l'air de ça. Mais ça, c'est ce que tu vois sur ton Instagram, sur les médias sociaux. Mais après ça, en miroir, c'est pas ça que tu vois. Fait que quand tu es en public, tu as l'impression, ben, tu as une espèce d'anxiété de performance qui n'est pas sexuelle, qui est vraiment juste une anxiété de performance de l'image. Et tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. Fait que ça vient avec une espèce de dichotomie de ce que tu présentes sur les réseaux, puis ce que tu dégages en personne. Puis plus cet écart-là est intense, plus la personne se sent inadéquate. Et encore plus de performance. Fait que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il y a un certain mouvement, mais qui n'est pas très répandu, où on va un petit peu moins maintenant présenter la perfection. Avec le AI, je pense que ça a complètement détruit cette vague-là. Puis avec, je sais pas, les applications de retouche d'images, etc. Fait que je pense qu'il y a quand même certains comptes qui sont de plus en plus populaires où, justement, tu vas avoir une image un peu moins léchée. Parce que ça devient... on est conscient, je pense, puis même au niveau des célébrités, par exemple, ce qu'on voit dans les magazines, etc., on réalise à quel point toute image est retravaillée. Et puis, il faut un petit peu retirer de la pression de performance sociale en présentiel, littéralement, par rapport à ce qu'on projette. Puis, justement, je pense que c'est important de se remettre en question quand on pose quelque chose, quand on se présente d'une certaine façon, de se dire, est-ce que vraiment j'ai envie de projeter ça? Puis est-ce que je suis à l'aise de vivre avec cette image-là en public? Parce que oui, ça se peut que ça te donne des maris au Minnesota, puis des connexions partout dans le monde. Mais après ça, as-tu vraiment envie d'interagir avec les gens de ta réalité, là, les gens de Montréal autour de toi, en projetant ça? Puis souvent, il y a des gens qui, je trouve, ont tellement cette anxiété-là de performance et ont tellement cette dichotomie-là entre ce qu'ils présentent puis ce qu'ils sont, qu'ils s'éteignent. Et que là, t'es comme... Ah oui. Tu sais, tu vois quelqu'un, tu as des attentes, et là, ben, plutôt que de juste être happy-go-lucky, cette anxiété-là vient les chercher au point où t'es comme, mais là, c'est intense à quel point c'est pas la même personne. Ou un temps, ben, la personne que toi, tu t'imaginais, ben, c'est vraiment un construit. Il y a le construit que la personne a fait, puis le construit que toi, tu t'es fait de cette personne-là par rapport à ta perception. Les deux. Ouais. Mais c'est comme si la personne s'était construite comme une image qui met de la pression sur elle. Exact. C'est comme, c'est comme une histoire c'est comme un revers de la médaille. C'est vraiment intéressant. Moi, je suis comme, tu sais, à un moment donné, peut-être parce que mon expérience, tu sais, je suis racisé, je suis plus petit, tout ça. À un moment donné, je me rappelle, j'essayais juste d'encourager des content creators asiatiques. Puis là, j'étais comme... Là, je me créais des scénarios dans ma tête, comme quoi, tu sais. Puis souvent, quand j'approche ces environnements-là où je me sens un peu comme à l'écart ou inadéquat, j'essaie de... C'est toujours comme pour me challenger en partie. Des fois, ça me crée de l'anxiété, de l'insécurité, mais quand j'ai l'intention d'y aller en préalable, j'essaie de m'exposer pour un peu comme de la thérapie d'exposition, où éventuellement je me dis, je vais me sentir comme confortable à naviguer ça. Puis, tu sais, ça vient, ça part, ça varie. Tu sais, je sais pas si tu es à l'aise d'en parler, mais tu sais, moi, j'ai toujours été surpris avec des bâcheries, là. Tu veux-tu expliquer un peu avant, c'est quoi des Vas-y, bâcheries? moi, je pense que c'est ton rôle de m'expliquer. Tu veux-tu faire la promotion de Débaucherie? Oui. Garde ton idée, excuse-moi. Oui, Débaucherie, c'est un groupe que j'organise à peu près tous les 3 mois. Un sex group, que j'aime appeler Play Party, 200 personnes à peu près. Et voilà.
un groupe d'hommes gays. Et les gens s'amusent pendant quelques heures et voilà. Il y a des stations de marelle, de cordes à danser. Il y a de la Gros, danse, gros il y a fun. un DJ. c'est super fun. Exactement, oui. Excusez-moi, j'essaie de pas trop en parler parce que je me dis qu'on on va en parler tout à l'heure. Ou, Il n'y a pas de problème. je pense que c'est un... Mais c'est ça, même avant, tu sais, quand je connais pas, tu sais, quand, mettons, c'est ma première fois à aller dans ces soirées-là, on dirait que, genre, je me crée tellement d'anxiété toute la journée. Même la première fois que j'ai fait ce genre d'événement-là, là, je suis très transparent, là, don't quote me, Collège des médecins, mais la première fois que j'ai fait ce genre d'événement-là, je pense que j'étais tellement nerveux que je me suis organisé un hook-up avant d'y aller parce que je me suis dit, du coup, que je pogne pas, ben, ça va être... au moins, je me serais vidé. Puis, finalement, surprenamment, j'ai été surpris, tu sais, de voir qu'il y avait quand même, tu sais, il y avait plus que... Tu sais, je pense que tout le monde arrive là avec ce genre d'appréhension-là. Puis quand on est tous un peu dans notre uniforme naturel de base, puis qu'on est tous dans une espèce d'authenticité, de playfulness, je pense qu'il y a des barrières qui tombent, puis que je m'attendais pas à voir. Je pensais que ça allait, tu sais, c'est sûr que mon expérience est peut-être pas diffuse chez tout le monde. Là. Peut-être que c'est pas l'expérience de tout le monde, mais j'ai toujours été surpris qu'il y ait un élément d'authenticité puis qui me surprend toujours. Puis ça j'aime ça. Tu sais, j'aime ça de briser mon discours intérieur pour me faire voir d'autres choses puis d'arrêter d'être auto-saboteur de moi-même. Mais c'est ça que je trouve si intéressant dans ces événements-là, et c'est pour ça, en fait, que je l'ai créé, c'est que moi, j'aimais pas les sex parties que je voyais ailleurs à Montréal, où est-ce que, justement, on entre, on performe, on se lance dans justement, notre fantaisie, dans notre, genre, l'image que j'ai de moi, sexuelle que j'ai de moi, le performeur, tu sais, qui entre dans une salle et qui tout de suite, go, action, tu sais, lights on. Puis plus de créer un espace où est-ce que justement, tu as trois espaces, DJ, où est-ce que tu t'amuses, chill room et un dark room. Puis tu n'as pas le droit de faire aucun acte sexuel dans la chill room, puis le DJ, le dance floor. Pourquoi? Parce que justement, je trouve que c'est super important, c'est quand on fait tout ça, quand on se met dans des boîtes justement d'apparence, de performance, ben en fait, on devient notre pire saboteur, tu sais. Puis tu peux pas te laisser aller une énergie sexuelle ou énergie d'amour si tu te sabotes constamment. Tu sais, si dans le fond de ta tête, t'as quelqu'un qui dit « Ah, t'es pas beau. Ah, tu viens, t'es trop vieux. Ah, il y a personne qui va te trouver intéressant. T'es racisé. Ah, tu fites pas dans le groupe des Blancs ou genre des Gym Queen ou genre peu importe le groupe dans lequel tu te trouves, tu sais. Tu fais pas partie de ce groupe-là. » Mais voyons, c'est vraiment désagréable de passer une soirée avec ce voix-là dans ta tête, tu sais. Puis je pense que quand tu t'arrêtes puis tu te rends compte que tout le monde est pas mal dans le même bateau, puis que, bon, ben, t'as un endroit où tu peux t'asseoir sur un canapé, tu relaxes, tu discutes. Ben, je pense que l'humain a comme cette belle capacité à à sonner aux mêmes ondes, tu sais, à vibrer ensemble, puis ça permet de faire tomber tout, justement, ces murs d'apparence dans lesquels on saute. Parce que Instagram, c'est ça qui se passe, c'est que tu regardes un mur, en fait, tu regardes une affiche, tu regardes quelque chose qui est pas humain, en fait, qui est complètement déshumanisé. C'est en gros, tu vois une enveloppe d'un produit à consommer. Tu sais. Puis tu regardes ça, puis t'es comme, OK, hot, nice. Puis tu vas en vraie vie, puis est-ce que tu vas baiser avec l'emballage? C'est comme le menu chez McDonald's. Là. Le Big Mac que tu commandes, quand tu l'as dans ta boîte, là. Il est jamais comme... Puis des fois, il peut être très, très bon, là. Il peut être délicieux, mais il y a des très bonnes chances qu'il n'ait pas l'air de ce que tu as vu sur le menu. Ça En ressemble annonce, comme, avec la la poutine chez pizza puis McDo. le cheese qui tire, là. Oh non, il n'y aura Mais- pas de ça, là. Ça veut pas dire que la pizza est pas bonne. Elle peut être très bonne, mais il y a aussi une différence entre l'image puis ce que ça goûte dans la gueule. Un J'ai le droit de dire cornichon. gueule. Puis, tu sais, je me leurre pas. On est en train de faire un podcast qui est filmé. Fait que, tu sais, c'est aussi dans un... Tu sais, on parlait d'image tantôt, puis, tu sais, il y a comme un... Mais je pense que des fois, c'est juste de ramener ça un peu à l'essence de ce que c'est, tu sais. Parce que je trouve que des fois, on est tellement absorbé par ça, puis ça crée tellement d'anxiété. Et moi, j'ai déjà entendu un ami d'amis là, qui m'a dit, genre, moi, je suis tellement attiré, je suis tellement masque que savoir que mon partenaire s'est agenouillé pour sucer une bite, ça me turn off.
Parce que c'est comme une espèce d'acte de soumission et de faiblesse. Là, j'étais comme, OK, this is a handful. Red flag. Fait que là, j'étais comme, oh, OK, bon, chaque personne son cheminement, mais, tu sais, C'est cute. ouais, c'est ça. C'est vrai que ce que tu dis par rapport tu sais, à l'anxiété qu'on a de performance, surtout dans un contexte tu sais, de party sexuel, à la base, le sexe, c'est supposé être un désir, c'est supposé être le plaisir, c'est d'aller exploiter quelque chose qui, au final, est une espèce de soit long ou très court explosion de dopamine, de sérotonine, etc. Et des fois, tu te dis, hey, cette explosion-là là, de sérotonine, de dopamine, a été précédée par des tonnes et des tonnes de cortisol, de stress. Tu te dis, est-ce que vraiment j'en ai eu pour mon compte? Puis je pense que maintenant, avec justement cette culture de l'image-là, le fait que tout le monde, tu sais, je pense que même les personnes, puis même souvent les personnes qui sont considérées les plus belles, les plus proches de l'image excellente, parfois c'est elles qui vivent avec le plus gros stress. Et puis on parlait tantôt de dysmorphie de corps, c'est très présent, tu sais. Fait que je pense que même les personnes qui, on pense tous, vont être à l'aise et thrive dans ces environnements-là, je pense que c'est stressant pour tout le monde. Puis tu sais, des fois, c'est de se ramener à ça. Puis je pense que des événements comme celui-là, ça ramène le plaisir, et le plaisir sexuel ou le plaisir d'un lien sexuel avant même que le plaisir soit là. Parce que souvent, quand tu vas, disons, dans un bathhouse, ben, tu vas arriver, tu te déshabilles, puis tu vas avoir du sexe. Tu sais. Je pense que c'est ça le concept. Alors que la sexualité, ça peut être, tu sais, il peut avoir tu peux danser de façon très langoureuse sur un dance floor habillé, et c'est une forme de sexualité. Et je pense que justement, d'avoir ce tremplin-là, d'avoir un dance floor, d'avoir un chill room, d'avoir d'autres ateliers un peu plus nus, je pense que ça ouvre la porte et on y va un petit peu comme par étapes. Là. Je pense que ça permet justement d'y aller lentement. Puis c'est pas tout le monde qui, leur première fois, par exemple, vont se rendre jusqu'à la dernière étape qui est comme tout nu à quatre pattes. Puis c'est correct. Je pense qu'il y en a qui, justement, comme dans la communauté en général, c'est pas tout le monde qui veut finir à quatre pattes. Il y en a qui. Il y a une grosse popularité maintenant dans le side sex, qui est justement, je pense que la pénétration, on s'en rend compte, est un peu Overglorifié. Overglorifié, tu sais. Alors que, ben ça permet de, justement, avoir des contacts sexuels qui sont sur un dance floor, dans un chill room ou plus loin. Sans que ce soit nécessaire, sans que ce soit poussé, sans que ce soit que ça. Fait que ça permet une entrée en douceur dans cette expérience-là. Puis c'est super intéressant, excuse-moi, juste pour ne pas oublier ton idée, quand tu parlais justement de couple, dans le gars qui juge l'autre parce qu'il s'est mis à genoux puis qui est comme soumis ou qui est, je sais pas, moins masque, tu sais. Ce que je trouve super intéressant, c'est que justement, ce gars-là, qui juge l'autre ou qui s'arrête à ça, ben, il s'arrête encore à son image, sa fantaisie qui est pas réelle, qui est le masque, le masculin. Je sais pas qu'est-ce qui fait le masque dans sa tête, mais il est bien masque. Il est peut-être boit de la bière avec son pick-up en arrière, puis mais il a pas pris le temps d'écouter la réalité puis faire comme qu'est-ce qui se passe devant moi, puis c'est quoi la vibe sexuelle ou c'est quoi c'est quoi qui va me faire réellement plaisir dans la réalité, tu sais. Ben, c'est peut-être pas la fantaisie masque dont il veut avoir, tu sais. C'est un peu ça aussi quand on se pogne dans des boîtes de genre, moi, je veux un gars avec des abdos, moi, je veux un gars avec des pecs, moi, je veux un gars avec ça, ou je veux un gars qui a une bedaine ou genre plein de poils. Ben, c'est que tu t'enfermes dans cette volonté d'avoir le produit parfait, puis tu écoutes pas, t'es pas dans la vibe, tu sais, sexuelle ou flirt ou tease, tu prends pas la chance de t'ouvrir à ça. Puis je pense que c'est ça que des fois, quand tu t'arrives dans une soirée et tu sens des groupes fermés, ben, tu sens que c'est des groupes qui prennent pas le temps d'écouter ailleurs. Tu sais. Ben, je pense que ça démontre une grosse contradiction aussi, dans le sens où je pense que c'est assez... l'hyper-masculinité, même si aujourd'hui, c'est de moins en moins bien vu dans la communauté sexuelle, je veux dire... il y a un côté toxique à tout ça. Puis même s'il y a beaucoup de gens, moi, personnellement, tu sais, sans jugement, mais ça me turn off un peu. Quelqu'un qui, tu sais, genre top only, puis moi, quelqu'un qui se met à genoux, je suis comme, personnellement, ça m'attire pas. Parce que je trouve que, justement, tu manques...
c'est correct si tu l'as essayé, puis si c'est pas toi, mais quelqu'un qui va littéralement verbalement descendre ça, du bottom shaming, etc., je trouve que ben ça reflète un peu une fermeture d'esprit, selon moi. Puis ça reflète aussi beaucoup d'homophobie internalisée. Surtout si vraiment tu dégages ça, puis tu verbalises ça et fais la promotion de ça sans même l'avoir essayé. C'est une différence si c'est pas pour toi, puis si c'est juste pas dans tes valeurs. Parce que là, on s'en fout des valeurs, on est gay. Puis, puis je pense que il y a une grosse contradiction parce que oui, je veux dire, je suis quand même très turn-on par la masculinité, mais il y a cette limite-là où, tu sais, sois le plus masculin que tu peux être sans toutefois un peu comme pas être féminin, tu sais, sans devenir misogyne. Parce que là, c'est comme une limite qui devient, justement, qui est comme complètement le contraire, qui fait que, ben là, c'est un peu awkward, tu sais. Je vois le temps filer, mais ça, j'allais parler Il y avait quelque chose que je voulais dire là-dessus. Ah oui, souvent, je trouve que des situations de même, ça fait mes pires expériences sexuelles, genre performance-wise. Fait que, tu sais, déjà là, ça me parle de la qualité de la connexion sexuelle que je pourrais avoir avec ce genre d'attitude-là. Je voulais, en fait, juste une question qui revient un peu à la première question, là. J'étais curieux si vous êtes à l'aise de voir dans la dernière année avec debauchery ou dans d'autres situations, c'est quoi qui a fait en sorte que vous êtes sorti de votre zone de confort et qui vous a aidé à un peu vous détacher de tout ça puis de vous amuser dans vos expériences? Mais pendant que tu y penses, moi, j'ai déjà ma réponse. Je plonge dans ma mémoire. Honnêtement, ma première expérience de débaucherie, ça a été cette année. C'est la première fois que je faisais un événement comme celui-là. Une des raisons, c'est que je connais Pierre-Loïc à l'extérieur. Puis je me dis, ben, c'est lui qui l'organise, je le connais assez bien pour me dire que j'étais déjà dans une certaine zone de confort. Mais aussi, puis ça va probablement sonner quétaine, je suis probablement dans la relation. Ça fait 4 ans que je suis en relation maintenant. C'est probablement la relation la plus saine dans laquelle j'ai été dans ma vie. Puis je pense que le fait dans une relation, tu sais, comme une relation sérieuse dans laquelle tu es sécure, c'est hyper important. Parce que même si dans une relation sécure et ouverte, mais, ou dans une relation ouverte qui n'est pas sécure, ben à ce moment-là, tu risques toi-même de ne pas te sentir bien là-dedans. Puis je pense que c'est quelque chose qui ne m'a jamais attiré avant, mais maintenant que ces astres-là, Pierre-Loïc et ma relation se sont alignés, je me suis laissé aussi gros qu'une aller à planète, l'expérience. Elle t'explose comme une étoile. Wow! Ouais. Ben moi, je l'ai vu dans le Darkroom, ça m'a pas l'air d'une étoile. Faisait pas l'étoile. Une vieille ou voie lactée. Très lacté, effectivement. Il y avait du lait partout. Mais ouais, c'est ça aussi qui m'a... En fait, moi, c'est plus... je pense que le terme, c'est compersion. C'est le plaisir de voir une autre personne avoir du plaisir. Puis ça, dans ce cas-ci, c'est mon chum. Tomber en amour avec un joli monsieur qui, justement, connaît pas ce qui est open couple, qui connaît pas, justement, les orgies. Je lui ai fait vraiment avancer dans la communauté gay à la vitesse des étoiles, tu sais. Puis, justement, c'est ça qui m'a changé vraiment cette année, qui est une des plus belles expériences, c'est le voir avoir une belle expérience, revenir vers... Tu sais, une expérience sans moi, aller s'amuser, revenir, j'ai aucun contrôle dessus. Je sais pas avec qui. Ben, il me l'a dit après, là. Je sais pas avec qui, mais il revient qu'un sourire, un life-changing experience, puis il me l'emmène, puis il est heureux. Mais ça lui appartient. C'est pas moi qui ai rien contrôlé. Ça lui appartient, puis c'est dans cet état-là, puis il revient, puis il est bien, puis il est heureux. T'sais. Puis j'étais comme, oh, mon petit cœur était bien attendri à ce niveau-là. Moi, Moi, en couple, j'ai toujours voulu, tu sais, être avec quelqu'un qu'on respecte nos personnes, nos univers, mais qu'on se côtoie, puis qu'on danse ensemble, puis, tu sais, j'ai toujours eu de la misère à être fusionnel, là, puis tu sais, les couples qui sont vus comme une entité unique sans dénuer de personnalité, mais moi, ce que je trouve beau dans deux mondes qui se rencontrent, c'est justement ça, tu sais. Puis, tu sais, je me sens aussi épanoui, là, tu sais, dans ces soirées-là, j'y vais avec mon chum, puis
puis on s'amuse, puis on parle, puis on échange, puis des fois, tu sais, on a des insécurités, puis on parle de ça, tu sais, puis je pense que ça ajoute énormément de richesse à la communication que ça engendre. Là. Ah, c'est beau. Fait que moi, je trouve ça... En tout cas, merci beaucoup pour ton dévouement à notre communauté. Alors, Absolument. On n'est pas là pour promouvoir des débaucheries. Là. Parlons d'autre chose. Là. Ben, c'est ça. Ben, merci. Merci à toi. Merci à Oui. toi. Ce que tu fais dans la communauté. Ah, ben, vous Et autres. dans tous les joli. endroits où on peut te voir dans le système de santé du Québec. C'est ça. Aux soins intensifs, j'espère pas. J'espère vraiment pas, le don jinx. Bon. Merci. Good. Merci à vous d'être venus. Ça fait plaisir. Ce balado est une production Studio Space.